Dix Hans. Pendant une décennie entière, Parker Schnabel a exploité les terres aurifères du Klondike avec un niveau de dévouement que peu de mineurs de l'histoire moderne peuvent réellement égaler. Les claims individuels ont changé au fil du temps, à mesure que les baux expiraient, que de nouvelles propriétés étaient acquises et que de nouvelles opportunités apparaissaient, mais le système géologique dans son ensemble est resté le même. Année après année, Parker a élargi, adapté, affiné et parfois complètement réinventé son exploitation minière, bâtissant l'une des carrières indépendantes d'exploitation aurifères les plus réussies jamais vues dans Gold Rush. 6 années n'ont jamais été définies uniquement par la chance. Ils ont été façonnés par une détermination inébranlable, des risques calculés, des leçons coûteuses et une obsession de comprendre la terre sous ses pieds mieux que quiconque. À partir du moment où il a hérité de la responsabilité de perpétuer l'héritage minier de son grand-père John Schnabel, Parker a refusé de s'appuyer sur l'histoire familiale comme raccourci vers le succès. Au lieu de cela, il a acquis sa réputation saison après saison, surpassant constamment les mineurs qui possédaient des décennies de plus d'expérience que lui. Au fil de ces années, Parker a développé quelque chose de bien plus précieux qu'une collection de réclamations rentables. Il a noué une relation presque instinctive avec le Klondike lui-même. Chaque coupe, chaque série de salaires, chaque excavation décevante et chaque nettoyage réussi ajoutaient un élément supplémentaire à sa compréhension du comportement de ce terrain particulier. Peu de personnes ont consacré autant de temps à étudier un district minier avec autant d'intensité, et encore moins ont transformé ces connaissances en une production aussi extraordinaire. C'est précisément pourquoi ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde. À près de 120 pieds sous la surface du sol sur lequel les équipes de Parker avaient travaillé pendant des années sans rien découvrir d'extraordinaire, une énorme zone aurifère attendait silencieusement tout ces temps. Il n'était pas dissimulé par une géologie impossible, ni enfoui sous un système de failles inhabituellement complexe, ni caché derrière un mystère géologique qui a nécessité des décennies de recherches scientifiques pour être résolu. Au lieu de cela, il est resté invisible à cause de quelque chose de beaucoup plus simple et de bien plus surprenant. Le plus grand obstacle n'était pas le sol lui-même, c'était une seule hypothèse. Pendant 10 ans, Parker avait accepté une interprétation géologique parce que chaque élément de preuve disponible à l'époque la soutenait pleinement. L'hypothèse correspondait parfaitement à tout ce que la géologie régionale suggérait d'exister sous cette section du Klondike, la rendant si raisonnable que presque personne ne s'est jamais demandé si elle pouvait être incomplète. Comme de nombreuses conclusions scientifiques, elle repose sur des preuves solides plutôt que sur des spéculations irréfléchies. Les données d'enquête l'ont soutenu, les résultats miniers historiques l'ont renforcé et la compréhension géologique plus large de la région a semblé le confirmer à plusieurs reprises. Rien dans les informations disponibles ne suggérait qu'il y avait une raison de penser différemment. Malheureusement, même des hypothèses bien fondées peuvent parfois cacher des découvertes extraordinaires. Scellant cette théorie enfouie à environ 120 pieds sous terre que l'équipement de Parker avait traversé à plusieurs reprises au cours des saisons précédentes, se trouvait une formation aurifère estimée à près de 450 millions de dollars d'or. S'il est exact, le dépôt n'est pas apparu soudainement. Il était là depuis le tout début, attendant sous la surface pendant que Parker s'imposait comme l'un des mineurs les plus respectés du Klondike. Chaque saison réussie, chaque expansion de ses opérations et chaque once d'or qu'il récupérait se produisait, alors que cette opportunité bien plus grande restait complètement inaperçue. La réalisation semble presque incroyable. Le terrain qui a contribué à bâtir la réputation de Parker avait également protégé discrètement ce qui pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de toute sa carrière. Parfois, les plus grandes surprises ne se cachent pas dans des endroits que personne n'a explorés. Parfois, ils se trouvent sous le sol et les gens croient les comprendre mieux que partout ailleurs. Ironiquement, la découverte de cette possibilité n'a pas nécessité un heureux accident ou un coup de fortune dramatique. Cela a nécessité 10 années d'expérience accumulée, des améliorations significatives dans la technologie d'exploration et une conversation avec un géologue prêt à poser une question inconfortable à laquelle personne n'avait sérieusement réfléchi auparavant. Cette simple question remettait en question les hypothèses qui avaient guidé la réflexion de Parker tout au long de sa carrière minière. Une fois la question posée, tout a changé. Si vous aimez les histoires sur les découvertes extraordinaires, les réalisations minières remarquables et la science derrière la découverte de l'or caché, assurez-vous de vous abonner et de rester avec nous jusqu'à la fin. L'histoire de la façon dont Parker Schnabel a pu négliger un gisement d'or souterrain de 450 millions de dollars qu'il croyait comprendre parfaitement ne ressemble à rien de ce qui a été vu auparavant dans Gold Rush.
Cela rappelle que même les mineurs les plus expérimentés peuvent encore être surpris par la terre sous leurs pieds. Pour comprendre pourquoi cette découverte revêt une telle importance, il est important d'apprécier la profondeur des connaissances géologiques de Parker. Sa compréhension du Klondike ne vient pas simplement de la lecture de rapports d'enquête ou de l'embauche de consultants pour prendre des décisions à sa place. Cela est dû au fait qu'il a passé 10 saisons exigeantes à déplacer des millions de mètres cubes de terre dans le cadre de sa propre exploitation. Chaque fouille devenait une autre leçon inscrite directement dans son expérience. Il comprend comment le sol réagit lorsque des équipements lourds enlèvent couche après couche de morts-terrain. Il sait où commencent habituellement les séries de salaires productifs, comment elles se rétrécissent progressivement, où elles disparaissent de manière inattendue et où elles deviennent souvent les plus riches. Des années d'observation directe lui ont appris quelles sections récompensent une exploitation minière agressive et lesquelles exigent de la patience quelle que soit la quantité de machines déployées. Ces connaissances ne peuvent être achetées ou empruntées. Cela ne peut être gagné qu'au prix d'innombrables heures passées à travailler le sol lui-même. Comme toute mineure véritablement expérimentée, l'expertise de Parker s'est développée à travers des cycles répétés de succès d'échecs d'ajustement et d'amélioration. Des erreurs coûteuses sont devenues des opportunités d'apprendre. Des découvertes inattendues ont transformé sa compréhension de la géologie. Peu à peu, des milliers d'observations individuelles se sont combinées en instincts qui lui ont permis de reconnaître des modèles subtils bien avant que les rapports officiels ne confirment ce qu'il soupçonnait déjà. Beaucoup de gens décrivent cette capacité simplement comme un talent naturel. En réalité, cela s'explique avec beaucoup plus de précision comme le résultat de 10 années d'attention disciplinée aux détails. Parker a passé d'innombrables heures à analyser tous les indices offerts par son terrain minier, comparant constamment les résultats de production aux conditions géologiques et affinant sa compréhension saison après saison. Ce qui semble simple aujourd'hui est en réalité le produit d'une observation incessante accumulée sur une décennie entière. Ces connaissances accumulées sont devenues l'un des fondements du succès remarquable de Parker. Année après année, sa production d'or dépassait souvent celle d'opérateurs ayant une carrière bien plus longue dans l'industrie minière. Il reconnaissait souvent quand les plans d'excavation devaient être modifiés avant qu'une analyse géologique formelle ne confirme pleinement la décision. Sa capacité à rediriger l'équipement rapidement et efficacement lui a souvent permis d'économiser du temps, de l'argent et des efforts précieux. L'efficacité opérationnelle est devenue un autre avantage important. Parce que Parker comprenait si bien le comportement unique de son terrain particulier, il s'appuyait rarement sur des stratégies minières génériques conçues pour des environnements géologiques complètement différents. Au lieu de cela, il a adapté chaque décision importante spécifiquement aux caractéristiques de ses propres revendications. Cette approche personnalisée a toujours donné de meilleurs résultats que le simple respect des pratiques standards de l'industrie. Pourtant, toute forme de connaissance comporte ses propres limites. L'expérience aide les gens à construire des modèles mentaux de plus en plus précis du monde qui les entoure, leur permettant d'organiser d'innombrables observations en systèmes pratiques qui guident les décisions futures. Ces cadres mentaux sont essentiels car ils transforment des expériences isolées en jugements fiables. Sans eux, l'expertise ne serait jamais vraiment utile. En même temps, chaque framework finit par atteindre ses limites. Au-delà de ces limites, l'observation directe cède progressivement la place aux hypothèses. Les preuves deviennent moins complètes et les gens commencent naturellement à étendre ce qu'ils savent déjà dans des domaines qu'ils n'ont jamais complètement explorés. La plupart du temps, ces hypothèses s'avèrent remarquablement exactes, mais parfois, ils cachent quelque chose d'extraordinaire. La compréhension que Parker avait du Klondike contenait exactement une telle limite. Au cours de 10 saisons d'exploitation minière réussie, son exploitation a constamment récupéré de l'or, dans une plage de profondeur bien établie et reconnue dans tout le district. Des études géologiques ont confirmé à plusieurs reprises où se trouvaient les gisements de placés les plus riches, tandis que des années de données de production ont renforcé ces conclusions. Tout pointait vers le même horizon productif sous la surface. Les enquêtes appuyant cette interprétation ont été menées par des professionnels et scientifiquement fondées. Les enregistrements de production ont démontré à plusieurs reprises que la plage de profondeur établie contenait de manière fiable de l'or économiquement récupérable. Il y avait peu de raisons de douter de ces conclusions car elles correspondaient systématiquement aux résultats miniers réels. Pendant des années, la géologie et la production ont semblé raconter exactement la même histoire. Cependant, ces enquêtes n'ont jamais tenté de répondre à une question totalement différente. Ils ont décrit avec précision où de l'or rentable avait déjà été trouvé,
mais ils ont fourni très peu d'informations sur ce qui pourrait exister sous l'horizon productif lui-même. Les données de production reflètent naturellement les matériaux que les mineurs choisissent d'extraire. Cela ne dit presque rien sur le sol laissé intact en dessous. Selon le modèle géologique largement accepté et utilisé dans toute la région, l'explication semblait simple. Au-dessous de la zone productive connue, les concentrations d'or diminueraient rapidement jusqu'à ce que l'exploitation minière devienne économiquement irréalisable. Cette conclusion n'était pas basée sur une propriété isolée, mais sur des observations recueillies lors de nombreuses opérations à travers le Klondike. Au fil du temps, elle est devenue moins acceptée comme une hypothèse que comme un fait géologique établi. Comme presque tous ceux qui travaillent dans la région Parker, a accepté cette conclusion sans hésitation. Compte tenu des preuves disponibles, agir autrement aurait semblé déraisonnable. Pendant 10 ans, ces décisions ont reflété la meilleure compréhension scientifique disponible à l'époque. Si cette compréhension s'avère finalement incomplète, cela ne signifie pas que son raisonnement était imprudent. Cela signifie simplement que de nouvelles informations ont révélé quelque chose que les générations précédentes n'avaient pas la capacité de voir. Cette distinction est importante. Certaines erreurs résultent d'un mauvais jugement. D'autres surviennent parce que la technologie n'est pas encore suffisamment avancée pour répondre à des questions que les gens ne réalisent même pas qu'elles devraient être posées. L'hypothèse de Parker appartenait résolument à la deuxième catégorie. Elle est restée incontestée pendant des années, car il n'existait aucun outil pratique capable de la tester de manière approfondie. Tout a changé lors de sa 10e saison. Les progrès de la technologie d'exploration ont soudainement permis d'explorer des profondeurs que les équipements précédents ne pouvaient examiner qu'avec une précision limitée. Pour la première fois, Parker possédait des outils capables de regarder bien au-delà des limites qui avaient défini sa compréhension géologique pendant une décennie entière. Parallèlement à ces outils, une question simple a complètement transformé l'enquête. La percée a eu lieu grâce à une nouvelle génération de radars à pénétration profonde dans le sol. Développés à l'origine pour l'inspection des infrastructures à grande échelle et l'exploration minérale avancée, l'équipement offrait une pénétration en profondeur considérablement plus grande et une résolution d'image considérablement améliorée par rapport au système utilisé auparavant par l'équipe géologique de Parker. Des éléments qui semblaient autrefois vagues ou invisibles pouvaient désormais être observés avec une clarté remarquable. Il est intéressant de noter que Parker n'a pas acheté la nouvelle technologie dans l'espoir de découvrir un tout nouveau gisement d'or. Son objectif était bien plus pratique. Il souhaitait simplement des images à plus haute résolution des zones productives dont il connaissait déjà l'existence, afin que les fouilles puissent être planifiées avec encore plus de précision. De meilleures données signifiaient une plus grande efficacité, des coûts d'exploitation réduits et une meilleure récupération de l'or. L'investissement était parfaitement logique sur le plan commercial, même si des découvertes inattendues se produisaient. Pour faire fonctionner et interpréter cet équipement sophistiqué, Parker a fait appel à un spécialiste en géologie dont l'expertise s'est concentrée spécifiquement sur cette nouvelle technologie radar. Contrairement à ses consultants géologiques habituels, cet expert possédait une vaste expérience dans l'interprétation des images souterraines inhabituellement détaillées produites par le système avancé. Son rôle était simple, mener l'enquête, analyser les résultats et fournir l'interprétation la plus précise possible. Suivant le plan initial de Parker, elle a commencé par scanner les zones productives bien connues, déjà identifiées au fil des années d'exploitation minière réussie. L'équipement a fonctionné exactement comme prévu, fournissant des images bien plus nettes que celles produites lors d'enquêtes précédentes. Au début, tout semblait se dérouler comme prévu. La nouvelle technologie apportait précisément l'amélioration espérée par Parker. Puis en examinant les sections les plus profondes des images souterraines, quelque chose d'inattendu a commencé à apparaître sous l'horizon géologique familier. Ce qui avait commencé comme un effort de routine pour améliorer la précision des fouilles, s'est lentement transformé en une découverte qui remettait en question 10 années d'hypothèses accumulées. Une seule question a émergé des nouvelles données, une question qu'aucune enquête précédente n'avait jamais forcé Parker à poser. Et à partir de ce moment, l'histoire de son terrain du Klondike ne serait plus jamais tout à fait la même. Et puis, elle a continué à examiner les données en dessous de la zone productive, en dessous de la profondeur que le cadre opérationnel de Parker classait comme inférieure au seuil dans la plage de profondeur que le consensus régional qualifiait de sous-économique. Elle a vu quelque chose. La conversation qu'elle a eue avec Parker à propos de ce qu'elle a vu était la conversation selon laquelle l'hypothèse de 10 ans n'avait pas survécu. « Je veux vous montrer quelque chose dans les données », a-t-elle dit à Parker, « en dessous de votre zone productive.
Parker regarda l'écran à une profondeur inférieure à son seuil opérationnel, l'anomalie que le nouveau radar avait photographiée avec une résolution que l'équipement précédent n'aurait pas pu atteindre. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. « C'est ce que je veux comprendre », dit-elle. Les caractéristiques du signal ne correspondent pas au contexte sous-économique prédit par le cadre régional à cette profondeur. Le profil de densité, l'étendue latérale, la géométrie, cela ressemble à une fonction de concentration. En dessous de 100 pieds, a déclaré Parker. Déclaration plutôt que question. Le cadre s'affirme. À environ 115 à 125 pieds, a-t-elle confirmé ce qui est inférieur à la profondeur ciblée par votre opération? Parker étudia l'écran. 10 années de connaissance du terrain lui révélaient le cadre. Les données radar lui montraient quelque chose que le système n'avait pas prévu. Quelle est votre interprétation, a-t-il demandé. Elle a été prudente comme le sont les spécialistes lorsque leur interprétation remet en question un cadre établi. Interprétation préliminaire. Ceci est cohérent avec une formation de plomb profonde, une ancienne concentration en dessous de la plage de production connue. Si j'ai raison sur ce que je vois, le cadre régional de cette zone doit être révisé. Parker regarda longuement l'anomalie sur l'écran. « Comment savoir si vous avez raison » dit-il. « Nous forons » dit-elle. « Forage ciblé à 120 pieds. Nous installons une caméra et découvrons ce que le radar image réellement. » Parker a autorisé le forage cet après-midi-là. Pas après une semaine d'analyse supplémentaire. Pas après avoir consulté 3 autres spécialistes et établi une confirmation multisource. Cet après-midi-là. Parce que Parker Schnabel, lorsque les données dont il dispose sont suffisamment spécifiques pour pouvoir agir, et le coût de leur découverte sont gérables par rapport à ce que cette découverte pourrait révéler. Acte. C'est une des choses qu'il a toujours séparé des opérateurs qui analysent jusqu'à ce que l'occasion passe. La foreuse a été mise en terre le lendemain matin. 120 pieds. Le forage a atteint 120 pieds en 18 heures. Parker était sur le site de forage pour l'approche finale. Les 20 derniers pieds de forage occupés par la zone d'anomalie. La plage de profondeur où le radar avait montré la fonction de concentration qui, selon le cadre standard, ne devrait pas être présente. À 112 pieds, les carottes de forage ont produit une transition. Le caractère matériel passe du sol à quelque chose de différent, pluvieux, avec les caractéristiques de tri des sédiments des matériaux déposés par l'action de l'eau plutôt que par les processus géologiques qui ont construit les couches au-dessus. Le géologue de Parker a immédiatement examiné la carotte. Il s'agit d'anciens matériaux fluviaux, a-t-elle déclaré. Sédiments fluvial. Cela n'est pas cohérent avec ce que prédit le cadre régional à cette profondeur. Avec quoi est-il cohérent? A demandé Parker. Avec mon interprétation préliminaire, dit-elle. Un ancien système de canaux enterrés, antérieur aux événements géologiques qui ont déposé tout ce qui se trouvait au-dessus. Le cadre régional n'en a pas tenu compte, car cela n'a jamais été documenté de manière aussi approfondie dans ce domaine spécifique. À 118 pieds, les carottes ont montré que le changement de caractère s'intensifiait. Les anciens sédiments fluviaux deviennent plus denses, plus concentrés. Le tri des particules se resserre. La signature hydraulique d'un piège à or naturel au sein de l'ancien canal. À 120 pieds, la foreuse a rencontré la caractéristique que le radar avait image. La résistance a changé de la même manière que le matériau de placé concentré modifie la résistance au forage. Il ne s'agit pas de la résistance de la roche dure, mais de la résistance dense et compacte des sédiments qui ont accumulé des particules d'or par concentration hydraulique au fil des temps géologiques. Les carottes de forage de 120 pieds ont été acheminées directement vers le kit d'analyse sur le terrain. Le géologue de Parker a effectué l'évaluation préliminaire sous le regard de Parker. Elle leva les yeux de l'analyse. Parker. Sa voix était contrôlée avec le contrôle spécifique de quelqu'un qui gère un résultat professionnellement significatif. La concentration d'or dans ce matériau, ce n'est pas sous-économique, ce n'est pas marginalement économique. Elle regarda la carotte et revint à Parker. C'est riche, vraiment significativement riche. Parker lui a prélevé une carotte, je l'ai tenue. Il a examiné la matrice d'anciens sédiments fluviaux sur laquelle son équipement fonctionnait depuis 10 saisons. Il a pensé à chaque coupe que ses excavateurs avaient faite dans cette section de ses concessions. Chaque mètre de matériaux que ses usines de lavage avaient traité depuis le sol au-dessus de ce point. Chaque saison de données de production avait classé cette zone comme cohérente mais banale. Cohérent mais banal car son opération n'avait jamais atteint suffisamment de profondeur pour découvrir ce qui s'y trouvait réellement. Jusqu'où s'étend-il? Il a demandé. C'est ce que l'enquête élargie va nous dire, a-t-elle déclaré. Mais basé sur l'imagerie radar. Parker, ce n'est pas une fonctionnalité restreinte, c'est un champ. Un champ, pas une série de salaires. Un champ. Parker déposa soigneusement la carotte.
J'ai regardé l'affichage de la profondeur du forage. 120 pieds, 10 ans. L'or était là depuis 10 ans. L'hypothèse selon laquelle le cadre régional s'était construit et que 10 années d'exploitation minière réussies au-dessus ne lui avaient jamais donné de raison de se remettre en question. Exécuter l'enquête élargie, a déclaré Parker. Tout. Couverture complète de la zone d'anomalie sur toute la zone du sinistre. L'enquête élargie a duré 5 jours. Il en a fallu 3 de plus pour analyser complètement les résultats. 8 jours entre la confirmation de 120 pieds et l'image complète de ce sur quoi se trouvaient les affirmations de Parker Schnabel depuis une décennie. Le montant total était de 450 millions de dollars. Le terrain. Les 470 millions de dollars n'étaient pas une projection. C'est le produit de 8 jours d'enquête et d'analyse approfondie qui ont converti la confirmation d'un seul forage en une évaluation complète de la réserve. L'ancien système de canaux s'étendait sur une partie importante de la zone revendiquée par Parker. Pas uniformément, car les anciens canaux ne se répartissent pas uniformément, mais suffisamment largement pour que le calcul des réserves produise un nombre qui nécessite la vérification indépendante que les découvertes importantes exigent toujours avant que quiconque n'agisse sur elles. 2 consultants géologiques indépendants ont examiné les données d'enquête élargie et la méthodologie de la réserve. Les 2 ont confirmé l'évaluation dans une fourchette qui encadre confortablement l'estimation principale. L'OC-dépôt était réel. L'estimation des réserves était défendable. Le montant de 450 millions de dollars était conservateur. Parker a reçu l'évaluation confirmée avec la réponse spécifique que les gens qui le connaissent bien auraient prédit et que quiconque l'a observé au cours des 10 saisons de Gold Rush reconnaîtrait. Il a commencé à planifier l'extraction. Ne supportant pas le poids émotionnel de la découverte de 450 millions de dollars sous terre qu'il exploitait depuis 10 ans, sans s'attarder sur la décennie pendant laquelle l'or était resté inconnu, pendant que son exploitation exploitait le sol au-dessus. Sans calculer ce que la découverte signifiait pour son héritage ou sa réputation ou sa position par rapport aux autres opérateurs du Klondike. Planification de l'extraction. Parce que l'or était là et que la question opérationnelle était de savoir comment l'extraire de manière efficace, sûre et rentable. Et c'était la question à laquelle l'esprit de Parker Schnabel avait été construit après 10 années d'exploitation minière sérieuse pour répondre. Le plan d'extraction répondait aux défis spécifiques que présentait un champ profond sous une zone de surface largement exploitée. Les sections supérieures du Claims avaient été perturbées par 10 saisons d'excavation de vide de matériaux effondrés et de perturbations géologiques accumulées lors d'exploitations minières industrielles sérieuses. Atteindre proprement l'ancien canal nécessitait une approche différente de celle de l'exploitation minière à ciel ouvert standard. Parker a travaillé avec son ingénieur en structure et son équipe géologique pour développer une méthodologie d'accès qui gère les sections supérieures perturbées tout en protégeant l'intégrité de l'ancien matériau du canal en dessous. L'approche était plus exigeante techniquement que l'excavation standard du Klondike et plus coûteuse par mètre de matériaux déplacés. La dépense était justifiée par les mathématiques. Même avec des coûts d'accès élevés, la marge nette sur 450 millions de dollars d'or sous terre que Parker possédait déjà et disposait déjà de l'équipement et de l'équipe pour extraire était extraordinaire. La saison de production qui a suivi était différente de chaque saison précédente de Parker Schnabel. Sans rythme, les opérations de Parker évoluent toujours au rythme qu'exige l'efficacité. Différents en profondeur, différents dans la qualité spécifique de l'attention que l'exploitation d'un gisement nouvellement découvert et historiquement important exige de la part d'un opérateur qui comprend ce qu'il exploite. Parker a exploité l'ancien canal avec le respect que méritait cette découverte. Sans révérence, la relation de Parker Schnabel avec l'or a toujours été fondamentalement pratique mais prudente, avec le souci du détail qu'exigeait le caractère spécifique de la chaîne et que 10 ans de connaissance de son terrain l'avaient préparé à apporter. L'or a remonté à travers 120 pieds de terre qui étaient restés au-dessus depuis plus longtemps que n'importe quel être humain dans le Klondike. L'or fluvial ancien concentré par des processus hydrauliques qui fonctionnaient avant que l'exploitation minière du paysage ne soit développée par Parker existait sous sa forme actuelle. De l'or provenant d'un monde que les archives géologiques décrivaient et que 120 pieds d'histoire géologique ultérieure avaient enfoui et préservé. La production totale saisonnière a confirmé ce que prévoyait l'évaluation des réserves. 191 ounces, soit 405 millions de dollars en valeur brute. Bénéfice net, après frais d'accès premium et dépenses opérationnelles totales, 200 millions de dollars. Depuis, le sol Parker exploitait des mines depuis 10 ans, à 5,20 pieds plus basse. L'hypothèse selon laquelle une décennie d'opérations réussies au-dessus ne lui avait jamais donné de raison de remettre en question.
Son grand-père avait exploité des mines dans cette région, exploité les systèmes de surface, avec les connaissances et l'équipement de son époque, bâti l'héritage dont Parker avait hérité et étendu au cours de ses 10 saisons. Parker a pensé à son grand-père lorsque les chiffres définitifs de la production sont arrivés au sol que John Schnabel avait travaillé et au sol en dessous dont aucun d'eux n'avait soupçonné l'existence. Le vieil homme avait toujours dit que le Klondike gardait ses meilleurs secrets le plus longtemps. Il n'avait pas eu tort. Conclusion. La découverte de 450 millions de dollars de Parker Schnabel à 120 pieds n'est pas une histoire de chance de timing ou d'heureux accident du déploiement d'une nouvelle technologie qui a donné l'image de quelque chose d'extraordinaire. C'est l'histoire de ce que produisent réellement 10 années de connaissances opérationnelles sérieuses, disciplinées et en constante amélioration. Pas seulement l'or qu'il extrait directement, mais aussi le fondement de la compréhension qui rend la découverte inattendue reconnaissable lorsque la technologie la révèle enfin. Le géologue qui a réalisé le nouveau levé radar a vu l'anomalie. Parker et agit immédiatement. Les deux réponses nécessitaient le contexte que 10 ans avaient construit. L'expertise du géologue dans l'interprétation des signatures radar profondes, la confiance opérationnelle de Parker dans l'engagement dans un forage ciblé sur la base de la lecture préliminaire d'un seul spécialiste, supprimant l'une ou l'autre réponse, et la découverte. Attends, supprimant les 10 années de connaissance du terrain qui valaient la peine d'étudier la revendication de Parker avec une nouvelle technologie et la découverte reste enterrée. L'hypothèse était fausse. Le cadre qui disait que la profondeur était inférieure au seuil signifiait que le terrain sous-économique n'était pas adapté à ce contexte géologique spécifique. Mais les 10 années de travail au-delà de cette hypothèse n'ont pas été vaines. Ils ont bâti l'opération, l'expertise, les relations et les connaissances spécifiques du terrain qui ont rendu la découverte exploitable lorsqu'elle est finalement apparue. L'or était à 120 pieds pendant 10 ans. Parker a eu besoin de 10 ans pour être prêt à le retrouver. Certaines découvertes attendent le bon moment. Certains moments doivent être construits. Parker Schnabel a passé 10 saisons à construire le moment qui a coûté 450 millions de dollars. Abonnez-vous car un opérateur qui découvre 450 millions de dollars sous terre qu'il exploite depuis une décennie ne ralentit pas. Il vient de découvrir ce que vaut réellement son terrain. Et ce que Parker Schnabel fera ensuite avec ses connaissances constitue l'histoire la plus intéressante du Klondike.